Il y a un an, je partais tout seul en Australie avec 4 objectifs bien précis. Sortir de ma zone de confort, améliorer mon anglais, faire un road trip et faire de l'argent. Après un an, voici lesquels j'ai vraiment atteint et surtout si ça valait vraiment le coup. Et cette vidéo, c'est le bilan complet plus quelques réponses à des questions que vous m'avez posées sur les réseaux. Allez, c'est parti. On commence avec le thème du travail. Alors faut savoir qu'en Australie, j'ai bossé dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit la construction, les fermes, la restauration ou les livraisons Uber Eats. D'ailleurs, je vous mets mon lien de parrainage en description pour ceux qui voudraient le faire. Moi, ça aide à développer la chaîne, donc je vous en remercie par avance. Mais le travail en Australie, il y en a, franchement, il y en a un peu partout. Après, ça dépend dans quel domaine vous cherchez en particulier. Si vous allez chercher en ferme, forcément, il y a de la concurrence, parce que tout le monde veut faire ses 88 jours, mais il y en a. Justement, je vais rebondir sur les questions qui m'ont été posées après pour comment en trouver le plus facilement possible, mais vous allez voir, ça se fait. Travailler en Australie, ça demande quand même de l'énergie, c'est assez physique, c'est assez éprouvant parfois. Ça dépend encore dans les secteurs où vous allez travailler, comme la construction et des secteurs où franchement, c'était hyper chill. Je vous mettrai des vidéos un peu à l'appui, ou allez voir cette vidéo-là, vous allez voir que il y a des jobs où on se la coule douce, mais par contre, il y a aussi des jobs où vous allez en chier parce que bah voilà, on vous demande beaucoup. Il y a des larges amplitudes horaires et faut avoir une intensité assez forte quand on exerce cette job. Donc globalement, je trouve que faut quand même se la donner. Par contre, le point positif, c'est que j'ai l'impression que là-bas, ils en ont rien à faire de vos compétences. Vraiment, c'est bah écoute, tu veux bosser chez nous, viens chez nous, on te teste 2-3 jours, tu fais l'affaire, on te prend. Il n'y a pas plus compliqué. Alors après, vous pouvez tricher un tout petit peu sur votre CV pour qu'ils voient que vous avez une légère expérience dans le domaine, si ça peut aider à être recruté. Mais je vous assure, ce qui est trop bien, c'est que si vous faites l'affaire, ils vous gardent. Si vous faites pas l'affaire, ils vous gardent pas. Et c'est pas plus compliqué que ça. Je n'avais jamais bossé de ma vie en restauration. J'avais menti sur mon CV en disant que j'avais bossé à la guinguette du coin dans ma région. Et la première journée, quand j'ai fini de travailler, le mec vient me voir, il me dit « Ouais, ça se voit que t'as bossé dans un bar ». Je n'ai jamais bossé dans un bar. Je suis même pas foutu de tenir 3 plats en plus sur mes bras. Enfin vraiment, c'est ça qui est trop cool avec l'Australie, c'est que si vous n'avez pas forcément de compétences, vous pouvez les acquérir directement sur place là-bas. Ça c'est trop bien, c'est hyper satisfaisant. Voilà. Donc question de Vianney, en combien de temps as-tu trouvé ton premier travail? Bah écoute, avec mon pote, on était parti donc en voiture parce qu'on l'avait acheté sur Sydney et on a mis 3 semaines avant de trouver notre premier job. C'était dans un working hostel, une sorte d'auberge de jeunesse qui sert de boîte d'intérim pour trouver des fermes. On sait qu'on avait fait pas mal de porte-à-porte dans les fermes pour trouver, mais on n'avait pas eu de réponse favorable. Pareil pour les mails, pareil pour les appels. C'est une période un peu compliquée, je pense qu'on s'y prenait peut-être pas forcément de la meilleure manière qui soit. Mais voilà, on a mis 3 semaines à trouver notre premier job. Ensuite, question de Tom, quelle est ta meilleure technique pour trouver un job en ferme? Eh ben écoute, nous, ce qui a le plus fonctionné, ça a été les annonces Facebook et Wikifarm, c'est vraiment ce qu'on a utilisé au maximum. Pour tout ce qui est annonce Facebook, ce que je vous conseille, c'est vraiment quand vous êtes sur une petite commune en Australie, par exemple, je sais pas, vous êtes du côté de Cairns, vous êtes sur Mariba, ben vous allez vous mettre dans le groupe Facebook de Mariba. Et en fait, il y a des annonces qui vont tomber parfois de certains agriculteurs, certains fermiers, qui vont chercher de la main d'œuvre. Et dès que ces annonces-là tombent, postulez directement. Par contre, sur Facebook, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, à la limite, mettez-vous un rappel tous les jours, je sais pas, toutes les heures, pour que chaque heure, vous alliez vérifier sur Facebook. Peut-être un peu plus large, mais voilà. Faut vraiment être hyper réactif sur Facebook pour trouver, et ça fonctionne. Après, Wikifarm, franchement, je trouve que ça a bien marché aussi, mais à chaque fois que je l'ai utilisé, c'était pas pour du travail dès le lendemain. C'était pour 1 semaine ou 2 semaines, ça dépendait vraiment, mais il y a du travail. Beaucoup de personnes disent que c'est impossible de trouver là-dessus. Si, allez-y, franchement. Et puis, peu importe les saisons aussi, j'ai envie de vous dire, il y a plein de fermes, même si c'est pas forcément la saison, contactez-les, parce que parfois, elles vont avoir besoin pour du planting, pour d'autres missions dans la ferme, pour préparer la saison, justement. Appelez-les, n'envoyez pas de mail, ça sert absolument à rien. Le porte-à-porte, ça peut marcher, mais moi, j'ai pas eu de retombées par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment les 2 conseils que je peux vous donner. Facebook, Wikifarm, vous faites ça, vous bombardez, et ça a marché. On passe au thème que beaucoup attendent, le thème de l'argent, et on va tout de suite enchaîner avec la question de Vianney, encore une fois, qui me demande combien as-tu économisé en 1 an? Eh bien écoutez, je suis revenu en France avec 2000 $. Alors je sais, c'est pas énorme, mais il y a des raisons pour ça et je vous les expliquerai plus tard. Mais par contre, je peux vous donner un autre chiffre aussi par rapport à ce que j'ai travaillé, par rapport à ce que j'ai gagné. En chiffre d'affaires, entre guillemets, sur tous mes jobs, j'ai gagné 26 500 $ et je ne suis revenu qu'avec 2000 $ uniquement. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. On a une autre question après de Lucio qui me demande quelle a été ta plus grosse désillusion. Eh ben écoute, ça fait totalement partie du thème. Moi, ça a été l'argent parce que avant de venir en Australie, je pensais que
en bossant en ferme ou dans les secteurs dans lesquels j'allais bosser, j'allais tout de suite faire du 2000 $ par semaine. Alors non, c'est pas le cas du tout. Vous pouvez, bien évidemment, mais quand vous allez bosser en ferme, même si vous faites beaucoup d'heures, déjà si vous gagnez entre 1000 et allez, 1700 $ sur cette fourchette-là, ou voire un petit peu moins, entre 1000 et 1700, c'est déjà un très bon salaire, je trouve, par semaine en ferme. Vraiment. C'est pas toutes les fermes qui rémunèrent bien, parce que généralement, ils payent vraiment au minimum syndical, donc au taux horaire le plus bas, autorisé. Mais ouais, c'était la plus grosse désillusion parce que je pensais que j'allais me faire beaucoup plus d'argent en travaillant en ferme, ce qui n'a pas été le cas. Et puis même après, quand je suis allé bosser en ville, quand je suis allé bosser en usine notamment, donc je bossais 5 jours sur 7, je faisais pas non plus de très grandes heures, mais j'étais pas du tout aux 2000 $. Et ça m'a fait un petit pincement parce que je me suis dit waouh, je me suis fait attraper par tous les influenceurs qui étaient partis en Australie, que j'ai vu sur TikTok ou YouTube, donc faites hyper gaffe à ça. L'argent, il y a moyen de s'en faire beaucoup, mais ne partez pas du principe que tout de suite vous allez gagner beaucoup dès le départ sur le premier job que vous allez avoir. Voilà, je voulais juste vous avertir par rapport à ça pour pas que vous ayez de faux espoirs. D'ailleurs, si vous voulez économiser un peu d'argent dans ce que vous faites des virements depuis la France ou depuis l'Australie, je vous conseille fortement d'installer l'application Wise. C'est une appli que j'utilise personnellement et qui vous permettra de réduire les frais de conversion quand vous faites un virement en euros pour du dollar australien, et je vous assure, c'est hyper pratique. Donc, je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse, et puis on passe à la suite. Le quotidien, alors ça englobe plusieurs choses, notamment tout ce qui va être logement. J'ai jamais eu de problème pour loger, j'ai toujours été dans des auberges de jeunesse et il y a toujours eu de la place. Alors après, il y a tellement d'auberges de jeunesse dans les villes où vous allez aller que normalement, ça devrait le faire. Mais si jamais vous trouvez pas de logement, il y a deux alternatives aussi qui s'offrent à vous. Alors, il y en a plusieurs, mais là, je vais vous en donner deux. La première, c'est l'application Flatmate. Donc, sur cette appli, c'est comme une agence de location, on va dire ça comme ça. Vous cherchez dans quel secteur vous voulez trouver, et puis après, vous allez avoir toutes les annonces de, je sais pas, un particulier qui loue sa chambre pour temps avec des frais de caution de temps. Voilà. Et vous allez pouvoir vraiment retrouver une location si vous avez aussi besoin d'avoir votre propre cocon. Et puis après, il y a aussi une autre application, je crois que c'est Helpix, je vous mettrai le nom exact pour pas qu'il y ait pas de malentendu. Et sur Helpix, vous allez être hébergé gratuitement chez la personne chez qui vous allez être, mais par contre, c'est en contrepartie, il va falloir travailler un petit peu chez elle, donc participer à la vie quotidienne, c'est-à-dire, je sais pas, faire la vaisselle, faire l'aspirateur, ça dépend vraiment de ce qu'elle veut, elle va vous le dire, mais vous avez des heures qui sont consacrées par jour pour l'aider, et c'est comme ça que votre hébergement est gratuit. Donc je vous mettrai les deux applications si jamais il n'y a plus d'auberge de jeunesse pour vous, ce qui m'étonnerait fort, et voilà, ça peut toujours être utile. Après, dans le quotidien, il y a aussi les rencontres. Vous allez voir, vous allez rencontrer un paquet de monde. Je pensais pas rencontrer autant de personnes en plus de nationalités différentes. Pour vous dire, le premier jour où je suis arrivé, j'ai envoyé un message dans un groupe Facebook, je crois que c'était les Français en Australie, un truc comme ça. Et il y a tout de suite quelqu'un qui m'a répondu, qui est devenu un super pote après, et on a fait plein d'activités ensemble. Si vraiment vous partez tout seul en Australie et que vous avez peur de pas vous faire d'amis là-bas, enlevez ce problème-là, parce que c'est pas le cas en fait. Vous allez vraiment avoir plein de personnes à qui parler. Surtout, petit conseil, si vous avez peur de ça justement, ne prenez pas un Airbnb où vous êtes seul. Allez plutôt dans des auberges de jeunesse où là vous allez pouvoir échanger, il y a des zones partagées, enfin voilà. Ce sera plus propice à la rencontre que si vous restez seul dans un Airbnb. C'est logique. D'ailleurs, je vais rebondir sur la solitude aussi en Australie, parce que malgré le fait qu'on voit beaucoup de personnes, il y a aussi des moments un peu plus bas où vous allez ruminer, où vos proches vont vous manquer, où vous allez vous demander mais qu'est-ce que je fais là finalement? Faut pas les négliger non plus, il y en aura plusieurs quand même. Mais voilà, c'est jamais bien long, mais prenez-le quand même en compte. Il y a des hauts et des bas comme dans tout périple, donc voilà, ces moments-là, faut juste attendre qu'ils passent. Il y a aussi un point qui m'a marqué en Australie, c'est la sécurité. Ça, c'est incroyable, je me suis jamais senti en insécurité. Où que ce soit. Je me rappelle le premier soir, j'étais allé boire un verre justement avec la personne que j'avais rencontrée sur un groupe Facebook, et je rentre en pleine nuit dans la rue, tout seul, une rue qui n'était pas forcément, où il n'y avait pas forcément de passage. Et je me suis dit, waouh, ok, faut peut-être que je me dépêche parce qu'il y a peut-être, je sais pas, une menace quelque part. Non, il y a rien du tout. Après, j'ai croisé des gens qui étaient seuls aussi dans la rue, il y avait des filles aussi qui étaient seules dans la rue. Tu te dis, mais attends, mais je rêve ou c'est possible en fait de juste marcher tranquille dans une rue, être habillé comme on veut, en plus dans une rue, sans que personne vienne nous déranger, peu importe le jour, peu importe l'heure. Donc ça m'a vraiment marqué, et je trouve ça trop bien, parce que quand on fait le parallèle avec la France, forcément, c'est pas la même. Le seul truc à la limite qui peut vous agresser, c'est les serpents, les araignées ou les kangourous. Voilà, c'est pour vous dire à quel point la sécurité, elle est au max. Et donc j'ai une question de Théo qui me demande quelle est la meilleure ville d'arrivée. Alors pour moi, Théo, ça a été Sydney, et il n'y a pas de débat, d'accord ?
J'ai peut-être pas assez d'arguments, mais il n'y a pas de débat. J'ai tellement aimé arriver dans cette ville-là. On vous met tout de suite dans le bain quand vous voyez l'opéra, quand vous voyez les grands parcs, quand vous voyez les grands buildings, les grandes rues, les grandes allées, le petit café, les gens qui courent. Oh là, c'est... Franchement, Sydney, pour moi, c'est le meilleur endroit, surtout que c'est souvent le point de départ des backpackers, ce qui fait que tout le monde se retrouve là, et après, c'est propice aussi à la rencontre, c'est propice aussi au contact que vous allez faire, c'est propice aussi au job que vous allez faire. J'ai beaucoup dit propice, mais ouais, je pense que c'est la meilleure ville si vous voulez tout de suite trouver du travail aussi, parce qu'il y en a sur Sydney, et puis la meilleure ville pour avoir des plans un peu pris sur un coup de tête, comme j'ai pu faire avec mon pote. On est parti, on a acheté la voiture, on est parti chercher des fermes, donc ouais, Sydney est pour moi de très loin. Et enfin, est-ce que l'Australie t'a changé mentalement? Question de Thomas. Oui, totalement. Franchement, je trouve que j'ai beaucoup plus gagné en confiance en moi là-bas qu'en France en une année, sur plein de situations en fait, parce que c'est vrai que comme tout est en anglais, faut se débrouiller. Il y a aussi l'ouverture d'esprit que je trouve qui s'est bien développée, parce que quand vous discutez avec des personnes qui sont de nationalités différentes, ça vous ouvre aussi sur d'autres horizons. Donc ouais, sur ces deux points-là, je trouve la confiance en soi et l'ouverture d'esprit, je trouve que j'ai vraiment changé. Voilà. Est-ce que tu dis toujours caramel éclair ou ton anglais s'est amélioré? Question de Léa. And for me, could I get one caramel éclair, please? Alors, je sais d'où tu tires ça, mais je te promets en plus que le truc caramel éclair, c'était écrit comme ça dans la boulangerie, vraiment. Je pense qu'ils se sont dit, ici c'est un pays anglophone, donc au lieu que ce soit éclair au caramel, on va juste faire tac, caramel éclair. Mais c'était vraiment écrit comme ça, parce que tout le monde s'est foutu de moi, mais je vous assure que c'est vrai. Je vous mettrai bien évidemment le lien de la vidéo si jamais vous voulez la voir pour comprendre un peu plus la situation. Mais oui, mon anglais s'est amélioré, je te rassure, encore heureux sur un an. Je vais vous donner aussi quelques conseils pour améliorer votre anglais à la fin de ce thème-là. Mais ouais, je trouve que moi qui étais parti avec un anglais plutôt médiocre, un peu basique de basique. J'avais quand même quelques notions, mais il y a des trucs où franchement ça le faisait pas. Là, ce que j'ai gagné, c'est en fluidité dans les phrases que je peux dire. Je pense que c'est au fur et à mesure, comme on répète tout le temps les mêmes phrases finalement, en tout cas, il y en a quand même souvent qui reviennent, à la fin, ça devient beaucoup plus fluide. Même ma compréhension, j'arrive vraiment mieux à comprendre les personnes qui me parlent, j'arrive aussi à me faire comprendre, hormis en utilisant les gestes, et j'arrive à tenir des bonnes discussions de 2-3 heures par exemple. Donc je suis hyper fier de ça. Tout n'est pas parfait, il y a forcément des fautes dans ce que je dis, mais le but d'un échange, c'est que les deux parties se comprennent. Je pense qu'on se met aussi trop de pression par rapport à ça, en se disant voilà, faut que tout soit parfait quand je parle. Non, du tout. Soyez imparfait, commencez comme ça, puis après vous allez corriger petit à petit vos erreurs, mais ne vous mettez pas trop de pression non plus, commencez juste à parler, et c'est ça qui va vous permettre de vous développer et de vous améliorer aussi. Voilà. D'ailleurs, 2-3 conseils que je peux vous donner pour améliorer votre anglais. Le premier, il est indéniable, franchement, c'est déjà aller parler aux gens que vous rencontrez. Dans votre auberge jeunesse, vous entendez que ça parle une autre langue que la vôtre ou que ça parle anglais, allez parler avec eux, allez poser des questions, même si c'est pas longtemps. C'est vraiment le meilleur pilier pour améliorer son anglais quand vous vous confrontez à une situation. Il y en a aussi un autre, si vous aimez lire, pas comme moi, parce que je n'aime pas trop lire, du coup c'est pour ça que je l'ai pas fini, mais j'ai acheté le tome 1 d'Harry Potter en anglais là-bas, et ça me permet de travailler un peu le vocabulaire, de comprendre certaines tournures de phrases ou certaines expressions. Après, je comprends pas tout non plus à 100%, pour être honnête. Je comprends quand même l'histoire. En même temps, j'ai vu le film, donc ça aide. Mais voilà, si jamais vous aimez lire aussi, ça peut être une solution. Et le troisième conseil que tout le monde connaît, c'est installer l'application Duolingo. Vous en faites un petit peu tous les jours, et comme ça va permettre de développer votre anglais facilement. Voilà. On passe à un thème que j'aime tout particulièrement, c'est le road trip. Si vous avez l'occasion d'en faire un, si vous avez les ressources pour, franchement, faites-le, c'est une expérience incroyable. D'ailleurs, je vais répondre à la question de Noémie qui me demande quel est ton pire et meilleur souvenir de ce PVT. Eh bien écoute, je vais commencer par le meilleur. Le meilleur, c'était vraiment toute la partie road trip. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté une voiture à Sydney et j'ai fait un road trip donc de Sydney jusqu'à Perth en longeant la côte. C'était sublime, j'ai vu un tas de paysages de dingue, des kangourous par centaines. J'ai aussi tué un kangourou, malheureusement, je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Après, voilà, tout ce qui était biodiversité, c'est hyper dense, c'est hyper large, c'est très joli. Si je devais quand même prendre un moment, ce serait quand on était à Shark Bay, donc dans Western Australia, où c'est une baie où vous avez des requins à pointe noire qui passent à même pas 1 mètre de vous, comme ça. Ils passent. Enfin, c'est trop beau. Et après, le pire souvenir de ce PVT en Australie, je dirais que c'est quand je suis passé sous la remorque. J'avais bossé en ferme de citron et en fait je suis passé sous une remorque. Enfin, je vous explique ça dans cette vidéo là si jamais vous voulez aller la voir. Je suis à l'hôpital après, mais rien de très grave. Ah si, il y a quand même un autre aussi pire souvenir, c'était dans la ferme de mangue. Je vous mets également la vidéo, elle en vaut le détour, où j'ai attrapé ce qu'on appelle la mangorache, donc la maladie des mangues, où vous avez plein de plaques de boutons partout, d'accord? Mon visage avait doublé de volume, et j'avais aussi une autre partie qui avait doublé de volume, mais je peux pas vous
vous montrer de photos ou quoi que ce soit, parce que c'est beaucoup trop intime. Mais voilà, je vous laisserai aller regarder ça, vous comprendrez mieux. Mais c'était vraiment le pire souvenir que j'ai eu. Et je rebondis d'ailleurs pour tout ce qui est accident qui pourrait subvenir, donc en Australie, avec l'assurance Shapka, c'est l'assurance que j'ai utilisée personnellement. J'ai un lien d'affiliation avec une réduction de 5% que je vous mettrai en description. Je vous conseille fortement de prendre une assurance parce que vraiment, on sait jamais, mais ça peut être une grosse perte financière si jamais il vous arrive quelque chose de grave. Donc passez par mon lien si jamais vous en voulez une, je vous assure que vous me remercierez plus tard si vous arrive un truc. On arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais revenir sur les 4 objectifs que je m'étais fixé à la base. Le premier, c'était sortir de ma zone de confort. Bon, je pense qu'il a été largement atteint. Pour rappel, je suis parti tout seul en Australie. Donc après tout ce qui était démarche sur place, je l'ai fait tout seul. Je me suis fait mes propres amis. Il y avait aussi cette barrière de la langue qu'il fallait surmonter. Donc il y a vraiment une débrouillardise qui s'est instaurée. Et je trouve que j'ai gagné beaucoup en maturité. Et pour le coup, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Que ce soit aussi pour les tafs, les secteurs dans lesquels j'ai bossé. J'aurais jamais bossé dans ça en France. Donc ouais, pour le coup, ça c'est complètement validé. Après, le deuxième objectif, c'était d'améliorer mon anglais. Ça c'est pareil, j'en ai parlé plus tôt, mais complètement validé. Je passe d'un niveau hyper basique à un niveau qui commence à être plutôt bon, donc je suis hyper satisfait. Après, il y avait le road trip. Alors, je dirais qu'il est validé à 80% parce qu'on a perdu la voiture à Perth, elle est tombée en panne, et donc on n'a pas pu terminer la portion sud de l'Australie, à mon grand regret, parce que j'aurais vraiment aimé le faire. Mais bon, j'ai quelques idées en tête pour ce qui va arriver pour la suite, donc je me fais pas trop de soucis. C'est quand même un objectif qui est validé, je voulais vraiment en faire un, et ça a été le cas, je l'ai fait avec des amis en plus, donc ça a rendu l'expérience encore plus chouette. Donc très content de ça. Et le dernier objectif, c'était l'objectif financier. Je m'étais pas fixé de but à atteindre, ou de montant particulier à atteindre, mais celui-ci n'a pas été atteint pour le coup. Alors certains me diront, bah t'es quand même revenu avec 2000 $. Ouais, je suis peut-être revenu avec 2000 $, mais quand j'ai perdu la voiture, je l'avais payée 8000 $. Aujourd'hui, je suis encore en déficit de cet achat-là, donc on va voir aussi pour la suite, mais bon, on va se concentrer pour la rembourser. Mais cet objectif-là n'a pas été atteint, et au final, c'est aussi le message que je voulais faire passer, c'est ne partez pas forcément la première année pour faire de l'argent. Il n'y a pas que de l'argent à faire en Australie. On a l'impression que l'Australie, c'est faire de l'argent directement. Non, il y a aussi une super belle expérience que vous pouvez avoir. Je regrette absolument rien de ce que j'ai fait là-bas. Et dans un moment où on est tous un peu paumés, je trouve, perso j'ai 25 ans, on peut faire un PVT en Australie jusqu'à 35 ans. Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui sont un peu perdus dans leur voie professionnelle ou qui veulent trouver un peu leur sens à leur vie, entre guillemets. C'est hyper philosophique à ce que je dis, blague à part. Mais je trouve que c'est trop bien de faire une expérience comme ça parce que ça vous sort totalement de votre zone de confort. Vous allez tester des métiers que vous n'avez jamais fait avant. Donc là, j'ai bossé en restauration, j'aurais jamais pensé bosser en restauration de ma vie. Je suis pas manuel, j'ai bossé en construction. Et ça vous permet de savoir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Et ça vous donne une vraie ouverture d'esprit pour la suite. Vous allez même vous faire des contacts. Ça vous permet de peut-être de rebondir un jour sur un contact et de trouver une voie qui vous intéresse plus. Enfin vraiment, prenez cette première année comme une expérience, comme un bon voyage, et je vous assure que vous le regretterez jamais. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer. Et je vais terminer par les dernières questions qui m'ont été posées. La première, c'est combien de temps comptes-tu rester en Australie? Question de Samuel. Et comptes-tu y retourner? Question d'Anthony. Alors je vais répondre aux deux en même temps. Donc oui, je compte y retourner. Ceux qui me suivent déjà le savent. Je vais retourner en Australie pour une deuxième année, pas de troisième année, je ne pense pas. Et sur cette deuxième année, ce sera plus un but financier. Comme j'ai bien profité la première année pour une expérience, c'était trop chouette. Deuxième année, j'aimerais bien revenir avec 30 000 € d'économie. Donc on verra si je l'atteins. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite de mes aventures. Et pour finir, question de Emma qui me demande est-ce que le retour en France était dur? Eh ben écoute, franchement, ça a été. Il y a juste la première semaine où je pense que mon cerveau était encore en Australie et j'avais du mal à reprendre un peu les habitudes. Je pense qu'il y avait le jet lag aussi qui fait que voilà, tout n'était pas encore 100% imbriqué. J'ai eu une petite période un peu de légère déprime où voilà, je ressassais sur ce que j'avais fait là-bas, tous les souvenirs. Après j'ai de la chance parce que je suis revenu donc en plein été, donc il fait beau, c'est le moment de partir en vacances, c'est le moment voilà, d'aller à la plage, de voir des potes, enfin voilà, je pense que c'est la meilleure période pour revenir. En plus, ce qui était trop cool, c'est que ma famille, mes proches, ils m'ont vraiment fait manger tout ce qui m'a manqué là-bas. C'est-à-dire que j'ai mangé de la raclette, de la fondue, du saucisson, du bon vin. Enfin franchement, je me suis pété le bide. Pour vous dire, j'ai pris 5 kilos depuis que je suis arrivé. Alors, ça se voit pas, mais j'ai pris 5 kilos. J'ai trop bien bouffé, peut-être un peu trop, mais mama, qu'est-ce que ça m'a manqué. Franchement, c'est un kiff monstrueux. Tous ceux qui vont venir, je vous assure, vous allez trop aimer.
Et petit aparté aussi, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques amis qui étaient revenus d'Australie en France. Il y a un truc qui est frustrant, je trouve, c'est que quand vous allez raconter vos anecdotes, vos histoires à vos amis, à vos proches, on a du mal à retranscrire à 100%, en tout cas on peut pas retranscrire à 100% l'intensité des émotions qu'on a vécues là-bas, tellement l'expérience était grande. Vraiment, il y a ce truc où on se dit, mais c'est pas possible, il y a un petit décalage, ils comprennent pas vraiment ce que je veux leur dire, ils comprennent pas l'intensité à laquelle je l'ai vécu. Et comme c'est hyper personnel, c'est tout à fait logique que les gens puissent pas retranscrire le truc à 100%. En soi, c'est rien du tout, mais je trouve que c'est frustrant. Et je pense que toutes les personnes qui ont fait un PVT ou qui ont voyagé comme pendant plusieurs mois ou plusieurs années comprennent tout à fait de quoi je veux parler. En tout cas, si vous comprenez, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que ça m'intéresse aussi d'échanger avec vous sur votre ressenti. Mais voilà, fallait que je vous le dise, mais à part ça, tout va bien, le retour est parfait, je sais que je repars, donc voilà, la belle vie, je suis en vacances. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à commenter, moi ça m'aide énormément. Et puis je vous informe aussi que j'ai créé un Instagram pour tout ce qui va être le contenu qui va arriver sur la deuxième année, donc n'hésitez pas à aller le suivre directement. Sur ce, c'était Isma et je vous dis à la prochaine. Ciao.